Le peuple est de plus en plus présent au XVIIIe siècle dans les réflexions et les préoccupations des philosophes, dans les représentations visuelles, moi je n'en ai pas, dans la production éditoriale. Un survol très rapide des titres italiens publiés au cours du siècle contenant le terme popolo en italien, met en évidence un aspect significatif. C'est avant tout l'Église qui s'adresse au peuple. Avis, lettres pastorales, sermons, cours d'exercice spirituel, catéchisme, tels sont les titres adressés au peuple explicitement. Pourtant, s'il n'est que rarement explicité dans les titres de pamphlets, de traités et d'ouvrages imprimés, le peuple est de plus en plus présent et au centre de l'attention. Les années 1770 marquèrent une étape décisive lorsque le grand débat sur l'éducation, la religion et le mensonge explosa partout en Europe. On avait déjà beaucoup discuté de la religion, de la question de savoir s'il fallait ou non maintenir les gens dans l'ignorance, si le peuple, en particulier les femmes et les jeunes, pouvaient ou non accéder à la vérité. Marie-Thérèse d'Autriche et Frédéric de Prusse lancèrent de grandes enquêtes sur l'instruction publique. Fallait-il tromper le peuple ou fallait-il l'instruire ? Pour certains, le peuple instruit serait plus dangereux puisqu'il connaîtrait ses droits. Pour d'autres, au contraire, il serait plus respectueux des lois. D'un côté, on sembla pouvoir propager partout l'élan des Lumières. De l'autre côté, il y avait ceux qui, en premier lieu l'Église, considéraient les Lumières porteuses d'impiété et de désordre. Un exemple bien connu, les inconvénients du droit féodal de Pierre-François Boncerf, paru en 1776, fut condamné au bûcher par le Parlement de Paris, justement parce qu'il rendait public ce qui devait rester confiné dans les débats ministériels. De même, à Naples, dans les années suivantes, on reprocha aux écrivains réformateurs de discuter publiquement des abus de la féodalité. Il ne fallait pas en discuter publiquement. À partir des années 1780, on assiste à une multiplication notable, surtout dans l'utilisation de la tribu populaire. Et cette multiplication devient une véritable explosion après 1789, lorsque les mots peuple et populaire font irruption dans le langage politique de l'Italie révolutionnaire. Alors, les études récentes sur les crises et les catastrophes naturelles ont mis l'accent sur l'effet multiplicateur exercé par ces crises sur le besoin et sur la production de communication. Une communication entendue à la fois dans le sens de la diffusion et de la collecte de nouvelles et d'informations d'en bas, et dans le sens de la diffusion de dispositions d'en haut. Il s'agissait de consulter et de diriger les populations. Donc, ces crises naturelles furent aussi de multiplicateurs sur la production de textes qui se proposaient de retracer l'histoire événementielle, médicale, scientifique, pour essayer de situer l'actualité dans une sérialité qui permettrait de mieux comprendre et mieux intervenir dans le présent, sinon de prévoir l'avenir. Or, il en fut de même pour les crises et les catastrophes politiques. Qui eurent ce même effet multiplicateur. Ce n'est pas un hasard si on eut tendance à lire l'explosion politique en termes naturels. Contagion sanitaire, explosion volcanique, tremblement de terre, la métaphore naturaliste fut immédiate. En particulier à Naples, où ces phénomènes étaient à l'ordre du jour et la catastrophe naturelle était sûrement plus familière aux populations à cause, évidemment, du Vésuve, mais aussi du tremblement de terre qui avait frappé la Calabre en 1783. L'écrivain réformateur de Naples, Giuseppe Maria Galanti, qui est assez connu pour avoir écrit une description géographique et physique du royaume de Naples, définissait à la Révolution française une sorte d'explosion volcanique. Donc, les métaphores volcaniques, médicales, météorologiques, furent une manière d'expliquer
d'essayer de retrouver une familiarité momentanément perdue avec l'événement inattendu, avec l'imprévu, et de trouver une règle de conduite à son égard. La Révolution fut considérée soit une catastrophe, soit une maladie, et une maladie contagieuse. Toutes deux impliquaient destruction et ruine, mais elles pouvaient aussi marquer une renaissance, une régénération totale après la crise finale, une expansion d'énergie nouvelle. La réponse à la crise politique à Naples fut la même que pour les crises naturelles. Procession, des tédéons, appel au sang, d'autant plus que la découverte d'une conspiration républicaine en 1794 s'accompagna d'une éruption du Vésuve qui fut immédiatement présentée par les royalistes comme un châtiment divin. Face aux dangers politiques comme face aux dangers naturels, plusieurs réponses pouvaient être adoptées. Calmer les émotions, minimiser le danger lui-même ou bien souligner le danger, comme le faisaient le trône et l'autel, pour mieux invoquer l'aide divine et la protection de l'Église. Encore y avait-il d'autres voies. Instruire, parler au peuple, expliquer, renseigner, pour essayer d'impliquer la population dans une gestion consciente de l'émergence. Après l'intervention du royaume de Naples dans la première coalition anti-française, plusieurs soulignèrent qu'il ne s'agissait pas seulement d'une guerre militaire, mais aussi d'une guerre des opinions et des informations. En particulier, je vais citer quelques mots d'une lettre d'un officier de la marine, c'est le titre de ce texte, publié en 1793, justement l'année de l'entrée dans la coalition du royaume de Naples, qui écrivait que le gouvernement de Naples avait négligé l'opinion publique, satisfait de ses opérations, n'avait pas réussi à les transmettre. Une possession prise ou une possession perdue dans la croyance publique décide de tout. Et on lisait encore dans ce texte, Paris, avec ses presses, a dompté les fantaisies de 25 millions d'hommes. Piscis, avec ses presses et une demi-feuille de papier, a conquis les volontés de tous. Naples seul n'a ni presse ni papier. Naples a commis une suprême inadvertance. Donc, il fallait lancer une campagne d'opinion contre la Révolution à travers les journaux et la prédication contre des monstres qui ont tué le roi et surtout qui ont détruit la religion. Alors, on trouve tout de suite une réponse à ça dans le témoignage de l'agent français en Italie, Renard, qui, en juin 1793, écrit « Il faut observer que dans un pays qui ne compte pas même une gazette, c'était pas vrai, mais dans un pays qui ne compte pas même une gazette, un imprimé fait un des grands ressorts du gouvernement, deux imprimés qui paraissent à la fois annoncent un effort prodigieux. Quant aux Lazzaroni, je vais revenir sur les Lazzaroni qui ne savent pas lire, ce sont les capucins qui s'en sont chargés. Le crucifix dans la main, ils vont prêchant contre nous dans les places publiques et nous menacent de la vengeance de ce Dieu. Bon, que ce soit à cause de la force militaire ou de la force des opinions, en tout cas, les Bourbons furent battus par les Français. 1796, c'est le début de la campagne d'Italie de Napoléon Bonaparte et c'est le début de ce qu'on appelait le triennio républicain italien de 1796 à 1799 avec au fur et à mesure la République cispadane, la République cisalpine, la République romaine, la République napolitaine. Or, c'est pendant ce triennio républicain que écrire pour le peuple, parler au peuple devint le mot d'ordre généralisé, comme l'a écrit surtout Luciano Guerci. Et c'est surtout pendant ce triennio qu'on voit apparaître des appels et des proclamations au peuple visant à l'instruire sur ses droits et sur le nouveau langage républicain et constitutionnel, à créer un citoyen vertueux au service de la patrie, à le régénérer par les armes, c'est mieux, les fêtes et les sociétés populaires. Bon, l'idée que la révolution en Italie n'avait pas été faite par le peuple lui-même, mais avait été importée par les armes françaises, contribua à la recherche de tous les moyens possibles pour intégrer les peuples dans le nouveau régime.
Ceci d'autant plus que dès le début de la campagne d'Italie, 1796, on avait vu un peu partout dans le nord le peuple s'insurger contre les Français et leurs partisans. Alors ce débat et cette tentative atteignirent leur apogée à Naples en 1799, quand on vit les masses urbaines de la capitale, les insidis Lazzaroni, se battre contre l'arrivée de l'armée de Championnet. Bon, Naples, le royaume de Naples, Naples à l'époque était alors une ville très peuplée, la troisième d'Europe avec Paris et Londres. Le royaume de Naples avait à peu près à la fin du XVIIIe siècle touchait 5 millions d'habitants. La capitale touchait 500 000 habitants. Dont on soulignait, dans cette population, on soulignait en général la forte présence des hommes de loi, on disait 30 000, 20 000. Un témoignage de l'agent français Cavalier qui date de 1798 nous dit qu'il y avait sur 500 000 habitants 36 000 ecclésiastiques, séculiers et réguliers, 50 000 domestiques de tous sexes, 10 000 nobles, 20 000 avocats et notaires, 6 000 marins et pêcheurs, 6 000 marchands en détail, 20 000 artisans et 30 000 vagabonds connus sous le nom de Lazzaroni. Marc-Antoine Julien, qui devint le secrétaire, l'agent français qui accompagnait Championnet à Naples, qui devint le secrétaire du gouvernement provisoire de la République napolitaine de 1799, décrivait ainsi les Lazzaroni, qui faisaient remonter à 100 000 personnes sur une population de 500 000 personnes. Il disait, c'est des gens pauvres, vivant au jour la journée, toujours prêts à se mettre à la solde des factions, révérant surtout Saint-Janvier, offrant une nation à part, très redoutable au sein de l'État. Il ajoutait, il faut gagner d'abord cette classe. Et donc, ce fut dans ce but que les Français émanèrent surtout des proclamations, en annonçant que bon, la liberté est arrivée, qu'on n'avait aucune intention de frapper les croyances et la religion. Et donc, une fois la République proclamée, le 21 janvier, écrire pour le peuple, parler au peuple, fut un des principaux thèmes du débat politique, un des principaux soucis du gouvernement républicain. Moi, je vais suivre ce souci surtout à travers les pages d'un journal qui est très important, c'est le Monitore Napolitano, qui fut rédigé par Eleonora De Fonseca Pimentel, qui est peut-être un nom assez connu. C'était une femme journaliste très importante. Elle avait fait partie des milieux de cour à Naples, mais elle avait épousé la cause républicaine. Donc, elle rédigea ce Monitore napolitain, et ce qui frappe dans le Monitore et dans le débat sur le problème de la communication avec le peuple, c'est la pleine conscience de l'importance de la communication, de ses contenus, de ses formes. Et donc, l'oralité et la visualité furent appelées à apporter leur soutien fondamental à l'écriture pour communiquer avec un peuple qui était dépeint comme superstitieux, ignorant, abruti par l'absolutisme et par l'oppression féodale. Et donc, pour Eleonora De Fonseca Pimentel et les autres patriotes, il ne s'agissait pas seulement de proclamer, de lancer des proclamations, mais il fallait essayer de parler, d'intégrer, d'assurer une participation active, d'éduquer le citoyen. Donc, quels étaient les moyens? Les moyens, c'était la participation aux salles d'instruction et au cercle constitutionnel, faire connaître le nouveau langage républicain à travers les catéchismes républicains, faire connaître les nouveaux symboles républicains reproduits sur les textes des lois et dans les monnaies,
il fallait surtout que le gouvernement rencontre le peuple. Alors là, ce qui m'a frappé, c'est que hier, Elinor Forster, non, nous disait que Ferdinando avait recours aux audiences, les voyages, donc un rapport visuel, et les pratiques symboliques, de communication symbolique. Alors, c'est la même chose. Les audiences, le gouvernement, dès son installation, décide de donner audience, c'est le texte de cette disposition de loi, le 4 février, a décidé de donner audience à tous indistinctement, tous les matins, de 8h à 10h. Toutes les pétitions et tous les projets devaient être présentés par écrit. Donc, c'était une façon de dire qu'on voulait rencontrer ceux qui avaient des projets à présenter. Et à côté de ça, bon, il y avait les banquets civiques, les arbres de la liberté, mais aussi les lieux de rencontre traditionnels, les boutiques, les cafés, les tavernes. Alors là aussi, une disposition de loi fixa l'horaire de fermeture à 9h le soir pour les tavernes, mais à 11h le soir pour les épiceries, pour permettre à tous de pouvoir pourvoir de ce dont on avait besoin. Bon, donc, ce qu'on affirma, c'était que, tout de suite, que l'élaboration des lois, l'élaboration des lois et la politique n'étaient plus un secret, mais c'était, ça devait être public, c'était ouvert à tous devaient les connaître. Et là encore, le 17 février furent édictées des règles de publication des bulletins des lois, considérant que les magistrats, je cite, doivent soumettre aux yeux et au jugement du peuple tous les actes qui sont publiés en leur nom. Qu'il est également nécessaire que les citoyens et les administrateurs puissent toujours avoir une connaissance exacte de toutes les lois, etc. Donc, le peuple devait connaître les lois et il était de plus en plus invité à participer à la réflexion, à l'élaboration des lois, presque à la réflexion, avant tout sur la loi qui devait abolir la féodalité qui avait été au centre de, justement, comme je l'ai dit, du débat des réformateurs pendant les dernières décennies du XVIIIe siècle. Donc, le gouvernement provisoire lui-même incita les citoyens à envoyer des contributions et des propositions sur la loi contre la féodalité, en recourant à une véritable campagne d'opinion, comme en témoignent les pages du Monitore Napoletano. Je cite, « L'invitation faite aux citoyens de faire connaître leur point de vue a donné lieu à tant d'écrits pour clarifier la question qu'il serait long de les mentionner. » Encore, le peuple était aussi appelé à exercer son contrôle d'en bas sur ses représentants et sur les administrateurs. Comment faire? Comment faire? Là, il y a une expression qui est un peu difficile à traduire, mais qui est très intéressante, qui est le publico convocio, le convocio. Bon, on pourrait traduire la voix publique, peut-être aussi le bavardage, mais ce serait un peu réducteur. Non, c'est le convocio, les voix qui parlent ensemble, avec. Donc, public. Donc, c'est la voix publique, la voix publique. Donc, comment parlait-il, le peuple? Par le publico convocio. Donc, on parlait au peuple, mais le peuple aussi parlait par le biais de cette voix publique. Alors là, une disposition de loi du gouvernement provisoire, je cite, « La voie publique ayant averti le gouvernement que sa bonne foi avait été surprise dans la distribution des emplois. » Voilà, un contrôle d'en bas sur ceux qui étaient nommés pour avoir les emplois. Alors, la voie publique ayant averti le gouvernement que sa bonne foi avait été surprise dans la distribution des emplois, est venue créer une commission de 5 citoyens connus pour leur prudence et leur sens civique pour la déposition de tous les intrus et l'examen rigoureux de tous ceux qui seront admis par la suite. Donc, un contrôle d'en bas, un publico convocio sur ceux qui étaient élus.
Euh, et encore, il y a une autre source qui est très connue par ceux qui s'occupent de la République napolitaine de 1799, c'est le Diario Napoletano d'un avocat, Carlo De Nicola, qui nous donne vraiment trace au jour le jour de ce qui se passe dans la ville. Alors là, ce qu'on trouve, c'est tout le temps des expressions comme il y a des nouvelles, peut-être c'est vrai, peut-être c'est des fausses nouvelles, mais il y a une nouvelle sûre, on chuchote, bon, il y a des rumeurs, des rumeurs alarmantes, voilà. C'est comme ça que le peuple s'exprime, que les gens s'expriment, des rumeurs. Bon, 30 janvier 1799, je cite, il a été dit que la nuit dernière, certains membres du Parti royaliste ont tenté de mettre le feu à l'arbre de la liberté à côté du palais, ce qui avait été le palais royal, maintenant palais national, ainsi au milieu des voix qui criaient « Mort au tyran !» On entendait une voix opposée qui criait « Et il reviendra !» Donc, c'était aussi des voix opposées qui se répondaient l'une à l'autre. Encore, le 3 février, j'ai entendu, c'est toujours Carlo De Nicola, des gens du peuple dire que le roi reviendra à Naples, que les Français devront s'en aller, ou bien ils en feront enfiler des grenouilles. Bon, des rumeurs, commentait-il, qui me font craindre d'un jour à l'autre un massacre. Et encore, et ceci est très intéressant, le 22 février, les rumeurs sont plus ou moins altérées selon les personnes qui les transmettent. Le Parti royaliste les transmet plus alarmantes, le républicain les affaiblit. Encore, il y avait la possibilité d'afficher des panneaux, des affiches à côté de la statue du géant. C'était une statue qui était à côté du palais royal. On avait pris l'habitude d'afficher des protestations, comme à Rome avec les Pasquinate. Et De Nicola nous dit qu'il y avait des affiches, des textes satiriques contre les Français. Mais il n'y avait pas seulement ça. Alors, le moniteur de l'autre côté, le républicain, donc Eleonora de Fonseca Pimentel, nous dit de façon un peu, disons, de propagande un peu optimiste, d'une participation des Lazzaroni du marché à la vie de la République, à la salle. Elle écrit, elle écrit que deux citoyens, dans la grande salle de la Société populaire, deux citoyens du marché appelés Lazzaroni sous la tyrannie montèrent sur la tribune et, dans le langage non de l'arme de la nature, ils dirent « Nous venons au nom de tous les citoyens du marché manifester notre attachement à la République. Nous sommes satisfaits de l'état actuel, nous sommes prêts à défendre de notre vie la liberté acquise avec nos vies. » Et ils ont conclu ces brefs mais profonds sentiments démocratiques par un cri « Vive la République, vive San Gennaro !» Bon, puis ils descendirent de la tribune, on invita plusieurs autres à monter sur la tribune et à parler, à prendre la parole. Bon, je n'ai pas le temps d'évoquer tous les autres moyens sur lesquels Eleonora de Fonseca Pimentel et les patriotes insistaient pour cette communication avec les peuples. Les journaux, évidemment, mais que tout le monde ne pouvait pas lire, mais qui pouvaient être lus par des intermédiaires. Et puis les affiches dans les endroits les plus populaires, les fêtes, et non seulement les nouvelles fêtes civiles et républicaines, mais aussi les fêtes religieuses traditionnelles. Le roman, la littérature, c'est Eleonora de Fonseca Pimentel qui écrit dans son moniteur à propos de l'édition napolitaine du Candide. Voltaire, avec des petits romans, répandait toujours des germes de philosophie, de liberté, d'égalité. Donc le roman comme moyen aussi de diffusion des idées. Encore, et je vais conclure très vite, elle insistait sur la différence qu'il y avait entre peuple, populace, popolo et plebe. Et donc il fallait éduquer la plebe, la populace, pour la faire devenir peuple. Cette partie du peuple qu'il faudra
faut continuer à appeler plèbe jusqu'à ce qu'une meilleure instruction ne l'élève à la vraie dignité de peuple. Il faut l'élever à la dignité de peuple. Une grande ligne de séparation divise parmi nous cette partie du reste du peuple, justement parce que nous n'avons pas avec elle un langage commun. Elle insiste sur la recherche d'un langage commun. Donc, elle pensait aussi, surtout, elle insistait sur l'importance de l'éducation nationale comme moyen d'intégration nationale et républicaine. Sur un plan qui n'était pas seulement, disons, théorique, mais aussi éminemment pratique. Je rappelle, je cite un digne représentant, qu'il est non seulement utile, mais un devoir dans une démocratie que le peuple soit à connaissance des faits et qu'il puisse en juger. Elle proposait aussi la rédaction de journaux en dialecte, non pas évidemment pour que les analphabètes les puissent lire, mais là aussi pour les lire à haute voix. Le théâtre était un autre instrument sur lequel elle insistait, en particulier le théâtre des marionnettes, qui était très populaire. Quant à la participation politique, je vais conclure sur ce point, là aussi, les fêtes républicaines, les salles d'instruction publique, etc., l'importance du droit de pétition, mais comme je le disais, elle insistait aussi sur des moyens plus traditionnels, les traditions religieuses qui pouvaient servir. Ainsi, le miracle de Saint-Janvier, qui avait suivi l'arrivée de Championnet à Naples, elle reprochait aux patriotes de ne pas avoir tiré tous les avantages qu'il fallait de cette occasion pour souligner et pour réaliser la réconciliation du menu peuple avec le nouveau système. On aurait dû, écrivait-elle, mieux souligner l'évidente décision du ciel en faveur de la République. Non, c'était, disons, un moyen de se servir donc, de ses croyances religieuses en faveur de la République. On aurait dû souligner qu'il avait plu pendant tout le temps de l'expédition de Ferdinand IV contre la République romaine, tandis qu'il avait fait beau durant la marche des Français vers Naples, non, les moyens de propagande. De même, aurait-on dû remarquer la petite éruption du Vésuve comme signe de joie après la proclamation de la République. Donc, elle donnait une leçon de pragmatisme, de réalisme. En abordant le droit de vote, un des problèmes majeurs du triennio républicain, elle suggérait au gouvernement provisoire de participer à la procession du Corpus Domini avec les représentants des municipalités républicaines, des cantons et avec des députations de pères des familles choisis dans les arts des différents districts. Les femmes du menu peuple devaient être accueillies sur la scène. Ainsi, écrivait-elle, le peuple sentira dans les faits d'être plus considéré qu'auparavant. Il commencera à goûter le plaisir d'élire, l'honneur d'être élu, il s'habituera aux assemblées primaires, aux augustes fonctions de citoyen. Bon, la République napolitaine tomba le 13 juin, définitivement avec les capitulations du 21 juillet, disons, dans le sang, les révoltes de la population contre les Français. Et là, il faut souligner un autre moyen aussi de communication entre royalistes et républicains, le vêtement. Tous ceux qui étaient bien habillés furent considérés des jacobins, des patriotes, et donc il fallait les poursuivre. De l'autre côté, on essaya de s'habiller en moine pour échapper à la violence populaire. Et pour conclure, c'est naturellement une conclusion très provisoire, c'est que la crise, le bouleversement, crise des communications dans la période de bouleversement, cette crise, que plusieurs considéraient une catastrophe, comme une catastrophe naturelle, en tant que telle, dans mon cas, ne produisit pas tellement de nouveaux moyens ou formes de communication nouvelles, mais elle poussa à se servir davantage et à la fois de tous les moyens possibles déjà connus.
Voilà, merci beaucoup.